Bonjour tout le monde et merci de participer à cette conférence, vidéoconférence Insécurité sociale organisée par Bruxelles Laïque, qui s'inscrit elle-même dans une semaine web de rue organisée par Dynamo International, un forum digital qui s'est organisé en remplacement d'un forum international des travailleurs et travailleuses sociaux de rue, qui lui se tiendra du coup du 18 au 22 octobre 2021. À cause des mesures sanitaires que vous connaissez, ça ne sert à rien de s'étaler là-dessus. Alors pour ne pas perdre la dynamique insufflée, nous avons décidé d'organiser une série d'événements sous forme virtuelle qui se déroulent pendant toute la semaine, avec des échanges, des témoignages, des réflexions à un niveau international et avec un focus particulier sur l'impact de la crise de la Covid-19 et les conséquences à venir sur le plan socio-économique. Je laisse la parole à Char de Bruxelles Laïque. Merci Edwin. Alors bonjour à toutes et à tous. Habituellement, vous le savez, en cette période, nous proposons généralement des débats organisés dans le cadre du Festival des Libertés. Les conditions étant ce qu'elles sont, nous avons dû nous réinventer pour conserver un espace de rencontre plus que nécessaire en ce moment, tout en essayant d'être accessible au plus grand nombre. Ce débat sur l'insécurité sociale organisé par Bruxelles Laïque en partenariat avec Dynamo International s'inscrit dans une campagne autour d'une thématique d'actualité. Liberté ou sécurité, faut-il choisir ? Chaque jeudi, des rencontres seront programmées et je vous invite à vous rendre sur le site internet de Bruxelles Laïque pour retrouver notre programme complet. On vous donne déjà rendez-vous jeudi prochain pour un débat intitulé « Le retour des frontières entre murs et migration ». Tous nos débats seront diffusés sur la page Facebook du Festival des Libertés de Bruxelles Laïque et vous pouvez aussi les retrouver sur la chaîne YouTube du Festival des Libertés. En ces temps un peu particuliers, il est aussi utile de rappeler que nos débats s'organisent dans le respect des mesures sanitaires imposées. Alors pourquoi ce débat aujourd'hui, me demanderez-vous ? Bruxelles Laïque et Dynamo International avons choisi de prendre cette question de l'insécurité non pas comme un fait divers médiatique, mais bien comme un phénomène social d'un monde caractérisé par des inégalités de richesse sans précédent et la mise en insécurité pour un nombre toujours plus grand de personnes. Une mondialisation de la précarité qui se donne à voir de Bamako à Quito et de Bogota à Bruxelles et qui place des personnes dans une insécurité d'existence qui les prive des éléments essentiels. La précarité, tout comme la pauvreté, sont souvent vus comme des facteurs d'injustice et ces deux termes engendrent une discrimination, une stigmatisation et placent l'individu en situation de vulnérabilité et d'insécurité permanente. En effet, de nombreuses personnes sont considérées comme précaires ou en dessous du seuil de pauvreté et font l'objet d'une discrimination découlant d'une perception, d'un jugement, leur imputant l'entière responsabilité de leur situation individuelle. Leur passé chargé d'exclusion leur est reproché, leurs paroles souvent discréditées, leur comportement dénigré, du seul fait qu'ils apparaissent comme des individus sans statut social reconnu et valorisé. Cette discrimination génère chez ceux qui la subissent un sentiment de honte, de culpabilité, voire de souffrance, du fait de ne pas être considérés à égalité avec les autres êtres humains de leur propre société. Nous sommes malheureusement bien trop souvent dans une situation de vulnérabilité ou de fragilisation extrême de l'individu qui entraîne une forme d'insécurité sociale avec des conséquences sur l'accès à la santé, au logement, à l'emploi, à la justice, à l'éducation, à la vie familiale et jusque dans l'exercice de la citoyenneté. Ces situations individuelles, si on n'y prend pas garde, peuvent nous faire oublier qu'il s'agit bien d'un problème collectif, fruit d'une organisation politique qui pousse des individus de plus en plus nombreux dans la pauvreté. Pour ne rien arranger, la pandémie de Covid-19 à elle seule a déjà poussé entre 88 et 115 millions de personnes supplémentaires en dessous du seuil de pauvreté dans le monde. En moyenne, ces personnes devront vivre avec un peu moins de 2 $ par jour. Parmi eux, de plus en plus de jeunes, puisque selon la Banque mondiale, en 2018, la moitié des pauvres étaient des enfants de moins de 15 ans, alors qu'ils ne représentent qu'un quart de la population mondiale. Sans surprise, les femmes étaient elles aussi surreprésentées. Ajoutez à cela les conséquences inéluctables du changement climatique qui s'abat à son tour sur les plus fragiles, et chacun pourra comprendre que si rien n'est fait, nous courrons derrière de graves problèmes. Au cœur de nos préoccupations institutionnelles respectives, nous avons voulu comprendre pourquoi la pauvreté, précarité, vous nous direz d'ailleurs quelle distinction on peut faire entre ces deux mots,
pouvait encore exister aujourd'hui et pourquoi n'est-il pas possible de l'interdire puisqu'elle tue? Avant de céder la parole à nos intervenants, je tiens à ajouter que nous avons tenu à rendre hommage à Yakana, ce caricaturiste parti trop vite et qui nous accompagnait durant le Festival des Libertés avec ses dessins à la fois piquants, humoristiques et toujours pleins d'intelligence. Nous en avons sélectionné quelques-uns sur cette thématique que nous projetterons au fil des discussions. Je cède à présent la parole à Edwin Beauvais, directeur de Dynamo International et qui, pour l'occasion, sera modérateur du débat. Merci beaucoup, Charles, pour cette mise en perspective. Alors, après la présentation du panel, la conférence va se diviser en deux parties. La première, on va plutôt consacrer nos discussions au constat, à définir le problème et à en identifier les causes. Et dans la deuxième partie, on sera plutôt sur des solutions, sur les perspectives d'avenir, si ça ne vous dérange pas. Et dans la dernière partie, on aura un échange questions-réponses avec le public. Et nous avons dans les coulisses Mathilde et Juliette qui vont récolter vos questions. Donc n'hésitez pas, chers spectateurs, à envoyer vos questions par Facebook. Facebook, oui, je crois que c'est la meilleure manière de le faire en tout cas. Alors pour réfléchir ensemble, nous avons la chance d'accueillir un panel de qualité, des gens connus. Merci en tout cas à vous d'avoir accepté cette invitation. Parfois, mais on vient de loin d'ailleurs, de Paris. Alors je vais commencer par Céline. Bonjour Céline. Bonjour. Vous êtes secrétaire générale de la Fédération des services sociaux et vous avez été conviée par le gouvernement fédéral à faire partie du groupe d'experts chargé de l'Exit Strategy, le JIS. Je ne sais pas si je le prononce bien. Alors c'est un groupe de travail où vous représentiez à vous seul le social. Il fallait être fort. On y reviendra, je suppose. Vous allez parler de votre expérience. Vous nous apporterez aussi votre regard attentif et critique sur les politiques sociales et les réponses qui sont apportées par les autorités face à la pandémie de la Covid-19. Bonjour Maryse. Bonjour. Bonjour Maryse Brézon. Vous êtes sociologue. Oui. Tu es sociologue. Oui. On va dire ça comme ça. Professeur à l'université vous l'avez dit effectivement, de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines et chercheuse au laboratoire Printemps. Vous êtes spécialisée dans la sociologie des précarités et de l'intervention sociale. Vous avez publié de nombreux ouvrages ou articles autour de cette question. Je n'en citerai ici que quelques-uns. Sociologie de la précarité aux éditions Armand Collin. Deuxième ouvrage, le SDF et le nouveau contrat social. Ou encore les temps de la précarité, un défi pour les politiques sociales. Vous nous apporterez votre éclairage de chercheuse sur cette précarité-pauvreté dont parlait tout à l'heure Char, que rien ni personne ne semble pouvoir arrêter. Vous nous expliquerez pourquoi. Bonjour Olivier. Bonsoir. Bonsoir plutôt, oui. Vous êtes juriste de formation, professeur à l'UCL Louvain, mais on vous a invité aujourd'hui, si on vous a invité aujourd'hui, c'est surtout parce que vous êtes sympathique, non, c'est parce que c'est votre fonction de rapporteur à l'ONU sur l'extrême pauvreté et les droits de l'homme. Vous venez d'ailleurs tout récemment de déposer un rapport devant les 193 États membres des Nations Unies. Vous nous direz entre autres ce qu'il contient et comment il a été accueilli par la communauté internationale. Alors on va commencer directement avec la première partie et je vais me retourner vers vous, Maryse. Le terme pauvreté est délaissé ces dernières années au profit du terme précarité. Y a-t-il une distinction à faire entre ces deux termes? Alors, merci d'abord de m'avoir invité. Donc en fait, j'ai vu sur le programme qu'effectivement vous aviez cité un texte que j'avais écrit en 2007. Donc du coup, j'ai repris « La pauvreté est-elle encore une question sociologique d'actualité? Un enjeu de définition, de méthode et de théorie ». Donc je me suis dit c'est très amusant d'arriver 13 ans après en me redemandant, mais si c'est une question d'actualité. Donc je propose de partir de ce paradoxe. Et effectivement, déjà dans ce texte et aussi dans mes derniers travaux, vous avez montré l'ouvrage, je parle de la différence ou des différences entre pauvreté et précarité.
pour dire quoi? Tant pis, je le dis tout de suite, mais pour dire que ce sont d'abord des manières de poser les problèmes sociaux, en fait. Et donc, plus que vraiment une différence de nature, c'est plutôt des angles d'analyse, finalement, pour décrire les difficultés auxquelles des populations sont confrontées à un moment donné. Donc, je crois que c'est surtout comme ça, en tout cas, que moi, j'invite à le prendre. Il ne s'agit pas d'opposer l'un à l'autre, ni de dire que, voilà, il y a une bonne manière de raisonner et une mauvaise manière de raisonner. Finalement, je pense qu'elles sont complémentaires et qu'elles mettent l'accent sur un certain type de difficultés, voire sur un certain type d'approche, en fait, qu'on peut avoir. Alors effectivement, par rapport à la pauvreté, donc moi dans mon texte, je propose de repartir dans mon texte, puis après l'actualité aujourd'hui. Et donc vous avez dit que ça serait dans la deuxième partie qu'on parlerait des pistes de solutions, c'est ça? Bon. Pour autant qu'on en est. Donc la pauvreté, c'est vrai qu'on considère quelquefois, les historiens, donc il y a Bronislaw Geremek par exemple, mais il y en a d'autres également, considèrent que c'est un problème qui aurait toujours existé et dont on ne parvient pas à se débarrasser. Et donc, c'est de là que j'étais partie aussi dans cet article. Et finalement, c'est une question qui nous est souvent opposée. Dès qu'on parle d'ailleurs de solutions ou dès qu'on parle, c'est en réalité, voilà, c'est un problème dont l'humanité n'arriverait pas à se débarrasser et donc il n'y a rien à faire. Donc ça, c'est vraiment un raccourci, comme vous vous en doutez si je suis ici, avec lequel je ne suis pas d'accord. Et donc, voilà, parce que ça ne correspond même pas à une réalité historique en réalité. Il y a des moments, comme vous l'avez dit, où on ne parlait plus, où on a beaucoup moins parlé en tout cas de pauvreté, où c'est d'autres problèmes qui ont été mis en avant. Et aussi, il y a des périodes, y compris des périodes relativement récentes, où on considère que le taux de pauvreté, avec des définitions qu'on peut discuter, mais a beaucoup diminué en réalité. Donc voilà, ça c'est quand même quelque chose que je voulais rappeler. C'est un objet d'étude pour les sciences sociales, pour la sociologie en particulier, la précarité. C'est quelque chose qu'on a beaucoup de mal à définir parce que c'est un enjeu. Et c'est un enjeu sociologique, mais c'est aussi un enjeu social, que de définir combien il y a de pauvres, qui ils sont, quels sont ceux qu'on va désigner comme ça, et est-ce que c'est un problème majeur ou est-ce qu'il y a d'autres problèmes, entre guillemets, plus importants. Donc du coup, par rapport à ça, alors dans mon texte, je commençais par les critiques qu'on peut faire à cette catégorie de pauvreté. Et effectivement, on remonte généralement au XIXe siècle, dans la sociologie française en tout cas. Donc en XIXe siècle, on considérait que la pauvreté, c'était une évidence. Il y avait en particulier à propos des ouvriers, donc un tableau des ouvriers par Villermé en 1840. Du coup, je regarde mes notes pour ne pas me tromper de date. Et en fait, il allait dans les familles ouvrières et c'était évident que c'était des familles très pauvres, de par leurs conditions de vie. Elles n'avaient pas assez pour se nourrir, elles vivaient dans des conditions absolument épouvantables, de par leurs conditions de travail et d'emploi aussi, avec énormément d'accidents du travail, d'énormes difficultés qui les mettaient, y compris en danger pour leur propre vie. Donc effectivement, il y a cette question qui était posée de cette manière-là. Et puis par contre, pour un sociologue, et c'est ce que je rappelle aussi, cette évidence, en fait forcément il faut essayer de la détricoter, il faut essayer de l'interroger. Et donc non, en réalité, c'était à la fois évident et en même temps il faut aussi aller plus loin pour savoir ce que c'est que la pauvreté. Alors si on cherche à définir la pauvreté, la première idée, celle qui est la plus répandue, on va dire, c'est l'idée de bas revenus, de mauvaises conditions justement de vie, de travail peut-être moins d'ailleurs, ça se rangerait plutôt dans le volet précarité aujourd'hui, mais en tout cas voilà, des mauvaises conditions de vie, des revenus très très bas, c'est une définition qui est souvent retenue. Sauf que dès qu'on dit des revenus bas, aussitôt se pose la question de savoir à quel degré, à quel niveau, à quel seuil, enfin voilà, ce sont les termes, on peut dire que les revenus sont bas. Et donc là, il y a beaucoup de débats, je ne veux pas être trop technique, mais quand même en sociologie, qu'on a retrouvé à différentes époques, et notamment dans les années 1970, où on distinguait la pauvreté absolue et la pauvreté relative. Et donc de ce point de vue, la pauvreté absolue, c'est quand, pour le dire simplement peut-être, c'est quand on estime que les besoins essentiels, élémentaires, ne sont pas satisfaits. Et donc c'était le cas au XIXe siècle, dans un certain nombre de cas. Par contre, dans les années après la Seconde Guerre mondiale, années 60-70, on commence davantage à raisonner en termes de pauvreté relative, parce que là, ce sont les inégalités qui frappent. C'est le fait, effectivement, qu'on a des écarts dans les conditions, mais malgré tout, tout le monde, en tout cas c'est l'impression qu'on a
à part une pauvreté dite résiduelle, hein, mais on a l'impression que la pauvreté recule justement dans ces années et que tout le monde a accès à suffisamment à manger, suffisamment aussi, d'une certaine manière, d'accès à des éléments de confort dans nos pays. Je vais vous couper. Hein, allez-y. Je vais jouer parfois. Voilà, après, on reviendra d'ailleurs. Mais aujourd'hui, dans quel paradigme de pensée de la pauvreté est-on? Alors, je vais quand même continuer un tout petit peu mon historique, mais je vais aller beaucoup plus vite. Donc, dans les années 80, on a parlé de nouvelle pauvreté. Parce que, voilà, donc années 80-90, on a parlé de nouvelle pauvreté parce que dans les années 70, on pensait que c'était résiduel, c'était une pauvreté héritée, c'était pour des personnes qui n'étaient jamais sorties ou dont la famille n'était jamais sortie de ce problème, mais qui étaient voilà, en voie de disparition. Années 80-90, il y a la question du chômage. Bientôt, il va y avoir aussi les travailleurs pauvres, comme on les appelle. Et donc, on va se retrouver avec ces questions de précarité, enfin, ce que j'ai appelé moi la précarité, d'incertitude, d'insécurité, si je reprends le terme que vous employez ici. Et donc, du coup, effectivement, c'est une autre manière de raisonner, encore différente de celle des inégalités, d'ailleurs, si on le veut. Hein, ce sont des paradigmes, comme on dit, quelquefois différents. Par contre, il y a quand même des liens. Donc, le lien avec l'inégalité, c'est la question de la pauvreté relative. Donc, on voit par rapport à une moyenne de population, une médiane de population, donc par rapport à un ensemble dans lequel on est. Aujourd'hui, l'insécurité, le lien assez évident, c'est l'idée que l'insécurité peut, pour un certain nombre de situations, faire basculer, entre guillemets, dans la pauvreté. Donc ça, c'était vraiment la question de l'exclusion-précarité. C'était l'idée que la précarité, c'était le moment où on pouvait basculer notamment dans l'exclusion, et en fait, dans des formes de pauvreté, y compris de pauvreté importante aussi. Donc, ou d'appauvrissement en tout cas. On a des risques de s'appauvrir, voire d'être dans des situations maintenant de grande pauvreté, y compris dans nos pays. Et par ailleurs, certaines populations, bon je m'arrêterai là puisque voilà, peut-être que j'ai été trop longue effectivement, mais certaines populations, on en a parlé un peu au début, sont effectivement davantage à risque que d'autres et sont effectivement davantage aussi surreprésentées dès qu'on parle de statistiques de la pauvreté. Donc là, on voit effectivement qu'il y a des enjeux par rapport à ça. Ça, c'est les facteurs de risque, entre guillemets, mais la question de la pauvreté, elle vient aussi d'un fonctionnement d'ensemble de la société. Bon, voilà, de questions de répartition de revenus, d'accès à certains biens. Je pense que le vrai problème, pour terminer là-dessus, de la pauvreté, en tout cas, comment on définit, autant la précarité, l'insécurité, c'est par rapport au risque, autant, si ce n'est des bas revenus, moi, la pauvreté, je propose dans mon ouvrage de la définir par rapport au manque. Et donc, effectivement, c'est quand on manque, soit on manque de revenus, mais soit on manque aussi par rapport à certains services comme l'éducation, la santé, etc. Je pense que la pauvreté, c'est lié à l'idée de manque. Et donc, on voit bien comment l'insécurité peut amener à cette question de manque. Voilà. On reviendra d'ailleurs sur ces questions-là, et notamment sur les catégories surreprésentées, effectivement, dans les couches les plus pauvres. Olivier, alors, première question, c'est... rapporteur des Nations Unies pour la pauvreté, quelle est votre fonction finalement? Que faites-vous exactement dans cette fonction? Recommander, imposer, convaincre, lanceur d'alerte, attention, fédérer, c'est quoi le métier finalement de rapporteur des Nations Unies? Les rapporteurs spéciaux sont en fait nommés par une instance qui s'appelle le Conseil des droits de l'homme, 47 gouvernements, pour faire au gouvernement des recommandations sur base d'études, de consultations que l'on conduit autour du thème, dans ce cas-ci, de l'extrême pauvreté. Et donc, mon rôle est vraiment d'essayer de provoquer un débat entre gouvernements sur base des données scientifiques que je peux recueillir, sur base des attentes qui s'expriment dans le chef des chercheurs et chercheuses du monde scientifique, mais aussi et surtout des mouvements sociaux et des organisations de la société civile, pour être une sorte de transmetteur ou de traducteur pour faire des recommandations politiques. Et donc c'est un rôle qui est très varié. À la fois ce sont des rapports que je remets et qui sont une sorte de cartographie d'une situation qui s'accompagne de recommandations politiques, mais c'est aussi parfois un rôle de médiation, de facilitateur, d'ambassadeur des personnes en grande pauvreté dont il faut parfois faire entendre la voix et dont il faut pouvoir traduire la parole et l'expérience tout à fait essentielle. C'est un de mes objectifs que de rendre cette parole visible et audible, traduire cela en recommandations politiques très concrètes et appeler les gouvernements à rendre des comptes. Donc c'est un peu tout cela à la fois. Et c'est un rôle qui dépend de la manière dont on l'exerce et des moyens dont on peut disposer.
Alors vous avez remis dernièrement un rapport face aux différentes pays-nations. Donc, que contient ce rapport et comment ils ont réagi ces représentants des gouvernements à un niveau international? Oui, alors j'ai remis en fait récemment 2 rapports qui sont complémentaires. J'ai fait un rapport qui concerne les impacts de la crise du Covid-19 sur la pauvreté, où j'essaye de passer en revue au total plus de 1400 mesures de protection sociale adoptées par les gouvernements dans le monde, pour un montant total d'à peu près 600 milliards de dollars. C'est une fraction des 12 000 milliards de dollars injectés dans l'économie par les gouvernements pour permettre à celle-ci de se relancer. Mais c'est à cela que je me suis intéressé en tentant de faire au fond un diagnostic sur l'efficacité de ces mesures de protection sociale. Et ce rapport, essentiellement, identifie ces mesures notamment de transfert monétaire, improvisées dans l'urgence pour faire face à la crise. J'identifie une série de lacunes, une série de manques qui expliquent par exemple que les travailleurs et travailleuses du secteur informel ne sont pas toujours couverts, les travailleurs et travailleuses en situation précaire parce que ce sont, comme on dit en Belgique, des faux indépendants de l'économie, des plateformes numériques ne sont pas nécessairement couverts. On a aussi toute une série d'obstacles très concrets que les gens en pauvreté rencontrent pour bénéficier des mesures qui sont censées, en principe, leur bénéficier. Par exemple, s'il faut remplir des formulaires en ligne et qu'on n'a pas accès à Internet, ou qu'on n'a pas l'habitude de faire cela, ou qu'on n'a pas les données administratives qui manquent pour compléter un dossier, eh bien, on ne va pas bénéficier de ces mesures qui sont mises sur pied pour, en principe, protéger les personnes du risque de tomber dans l'indigence. Et donc, ce premier rapport est un rapport qui vise à évaluer les mesures qui ont été prises dans l'immédiat après-crise. Généralement, ce sont des mesures de court terme, qui protègent les personnes affectées par les confinements adoptés dans toute une série de régions du monde, la mise en coma artificielle de l'économie qui a conduit beaucoup de personnes à perdre leurs revenus, et les gouvernements ont voulu compenser cela. Donc c'est un rapport qui cherche à faire un état des lieux de ce point de vue-là, et mon appel dans ce rapport est très simple, c'est que on ne peut plus se contenter d'improviser, et qu'il faut pérenniser ces mécanismes de protection sociale qui ont été tout d'un coup refinancés et je dirais améliorés dans leur couverture pour faire face à la crise, mais qui montrent au fond combien on était mal préparé à cela. N'oublions pas tout de même, moi je travaille à l'échelle mondiale, à l'échelle internationale, et on a des chiffres qui sont effrayants. 29% seulement de la population mondiale a accès à l'ensemble de ce qu'on appelle les socles de protection sociale qui couvrent l'individu, hommes, femmes et enfants, de la naissance à la mort, de la crèche au cimetière, incluant les allocations familiales, les allocations de maternité, l'allocation de chômage, les allocations de maladie et invalidité, la pension de vieillesse, etc. Donc seulement 29% de la population mondiale a accès à toute cette protection et un très grand nombre de personnes de l'économie informelle n'ont pas accès à une protection sociale. C'est quand même 1,6 milliard de personnes qui sont dans l'économie informelle, 400 millions de personnes à l'échelle mondiale qui sont dans des formes d'emploi précaires avec une très faible de protection sociale ou l'absence de toute protection sociale. Donc mon rapport cherche à mettre en lumière ces manquements considérables et j'appelle les gouvernements à faire bien davantage pour être mieux préparés pour la crise d'après et qu'on arrête d'improviser toujours. J'ai fait ensuite un second rapport présenté la semaine dernière qui concerne la question de la relance économique et qui porte pour sous-titre « Éradiquer la pauvreté dans le respect des limites planétaires ». Et c'est un rapport qui vise à relever ce défi de savoir comment on doit relancer l'économie tout en respectant l'exigence de la transition écologique. Voilà. Parce que beaucoup de gouvernements, en fait, ont adopté des plans de relance économique soit en mettant l'accent exclusivement sur le sauvetage d'entreprises dont on veut éviter qu'elles tombent en faillite, avec évidemment la catastrophe sociale qui va s'en suivre, et au mépris de toute préoccupation environnementale, ou bien on a des plans de relance très minoritaires, mais qui sont un peu plus verts, c'est le cas par exemple dans l'Union européenne, mais qui, en raison de la manière dont ils sont financés, en raison du type de secteur dans lequel on investit, ne contribuent pas assez à réduire la pauvreté et les inégalités. Et donc je cherche tout simplement, et en toute modestie, à dire voilà, il y a une équation complexe à résoudre, c'est verdir l'économie, aller vers une société bas carbone
qui ralentissent l'érosion de la biodiversité. On doit investir dans toute une série de secteurs pour accélérer cette transformation écologique. On s'y était engagé d'ailleurs avant la crise du Covid-19. Maintenant, il faut faire autre chose aussi. Il faut aussi saisir l'opportunité de la crise pour réduire la pauvreté, réduire les inégalités. Et on peut faire les deux ensemble. Ce n'est pas un dilemme pour les gouvernements. Ce n'est pas un choix. Nous n'avons pas d'autre choix que de reconnaître qu'il s'agit là d'une équation complexe, mais qu'on peut résoudre. Et donc, je cherche à mettre en lumière dans ce rapport, notamment, l'importance d'investir dans la réduction des inégalités. C'est la seule manière d'éviter que l'on continue de devoir créer toujours plus de richesses au détriment de la soutenabilité environnementale pour réduire la pauvreté. C'est travailler à la réduction des inégalités pour que toute création de richesse bénéficie d'abord aux ménages qui ont les revenus les moins élevés dans la société. Et puis, je fais des recommandations très concrètes dans des domaines comme l'énergie, la mobilité, la construction, l'alimentation, l'agriculture, où j'identifie des mesures qui peuvent faire trois choses à la fois. Réduire l'empreinte écologique, créer des emplois accessibles pour des personnes avec des faibles niveaux de qualification, et troisièmement, permettre que des biens et services indispensables à une vie décente soient abordables, donc accessibles pour des ménages à faible revenu. Donc par exemple, si on investit dans l'isolation des bâtiments, c'est une manière de réduire évidemment les émissions de gaz à effet de serre qui résultent de ces passoires énergétiques que sont les bâtiments dans beaucoup de pays, notamment la Belgique. Donc on réduit notre empreinte écologique, mais on crée aussi des emplois non délocalisables qui accompagnent cet investissement massif dans l'amélioration des bâtiments. Et enfin, on permet que la facture énergétique des ménages diminue, puisque, évidemment, des bâtiments mieux isolés sont des bâtiments qui sont moins coûteux de chauffer. Et donc, ce sont ces mesures que j'essaie d'identifier dans ces différents domaines. Et alors, quelles sont les réactions des États? C'est une écoute bienveillante ou bien une vraie prise de conscience? Est-ce qu'on vous prend en considération? Je crois que les États, très souvent, ont adopté des mesures dictées par l'urgence, par peut-être les attentes des mondes de l'entreprise les plus affectés par la crise, mais que souvent manque une dimension stratégique. C'est-à-dire qu'on répond aux attentes de court terme sans véritablement se projeter dans le moyen et le long terme. Il y a des exceptions à cela, et je voudrais prendre pour exemple le Green Deal, le pacte vert, que la Commission européenne avait annoncé en décembre 2019, qui se traduit maintenant par une série de stratégies dans des domaines spécifiques, comme l'alimentation, la biodiversité par exemple. Et ce qui est intéressant, c'est que quand le débat a eu lieu autour du programme de relance européen Next Generation EU, pour un montant de 750 milliards d'euros, la Commission européenne a très clairement voulu aligner ce réinvestissement dans l'économie sur les ambitions annoncées dans le Green Deal, le pacte vert, qui pourtant était annoncé avant la crise. Et donc là, on a une pensée stratégique qui consiste à dire la crise, effectivement, nous impose de réagir de manière extrêmement spectaculaire. 750 milliards d'euros, c'est effectivement un investissement très considérable dans l'économie européenne. Pour certains pays, ça représente 10-11% du PIB qui vont être injectés dans des nouveaux plans de relance. Mais n'oublions pas le cap de la transformation écologique. Et 30% des montants qui seront investis dans le cadre de ce plan de relance européen vont aller à la transition écologique ainsi qu'à la transition numérique. Donc il y a quelque chose comme une vision stratégique qui est décelable là. Mais ce n'est pas le cas dans beaucoup d'autres régions du monde, malheureusement, où on a complètement manqué de lucidité à l'égard de l'opportunité, d'une certaine manière, que représente la crise, de désinvestir dans des secteurs qui sont forcés de se transformer et de se remettre en question, et d'investir massivement là où l'on peut créer des emplois et où on peut verdir l'économie. Voilà. Je suis sûr que Céline Nieuwenhuis aura beaucoup de choses à dire sur la manière dont en Belgique, on est en train ou non de réussir à résoudre cette équation complexe. Tout à fait. On espère effectivement que l'Europe gardera le cap effectivement, de ses priorités, donc on verra ça par la suite. Céline, effectivement, vous avez été conviée par le gouvernement fédéral à participer à ce groupe d'experts sur la stratégie de déconfinement au printemps passé.
Alors, comment vous avez vécu ça? Quelle place vous avez eue dans ce groupe d'experts? Et surtout, comment est-ce que la question sociale a été traitée, abordée? On est curieux de savoir. Bon, c'est vraiment une expérience particulière. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est quand j'entends Maryse et Olivier qui parlent d'enjeux plus macro, j'ai vraiment vu comment ils pouvaient s'ancrer dans la réalité politique et des experts dans un moment comme celui-là. Donc, c'était sociologiquement très intéressant. Pas évident, non, en effet, parce que d'abord parce que je pense que le gouvernement fédéral n'a pas, à part la sécurité sociale, n'a pas beaucoup d'idées de ce que c'est la précarité, ne se fait pas beaucoup d'idées, ignore la réalité d'une grande partie des personnes qui vivent des difficultés sociales et économiques aujourd'hui. Donc, en invitant un expert social autour de la table, il faut savoir que le groupe d'experts s'est aussi constitué dans l'urgence, donc je ne pense pas qu'ils aient passé des heures à discuter de la composition du groupe. Ça a été très très vite, parce qu'il fallait, dès le confinement, réfléchir à la manière de déconfiner. Donc le mandat qu'on a reçu, déjà c'était un mandat oral, on n'a rien signé, on n'a rien convenu. Le seul mandat qu'on a reçu du gouvernement, c'était de leur donner des pistes sur les étapes. Étape numéro 1, étape numéro 2, qu'est-ce qu'on rouvre d'abord et ensuite comment on procède. Alors on se retrouve avec évidemment l'équation santé-économie en pleine face, avec autour de la table une personne qui représente les patrons, qui est Johnny Theis, qui est quelqu'un qui a un grand art de la négociation sauvage, si je peux dire. On a Pierre Wunsch qui est de la Banque nationale et qui rappelle tous les jours avec... en effet, une grande gravité, les millions qui se perdent tous les jours avec cette économie qui n'est pas rouverte. On a le nombre de morts et d'hospitalisations qui sont comptabilisés tous les jours. Et là-dedans, dans cette équation, il faut essayer de faire de la place à toutes ces populations qui appartiennent à moitié au monde de l'économie, qui sont fragilisées par la crise. Et ce que le gouvernement nous demande, c'est de faire des propositions concrètes, très concrètes. Ça veut dire qu'il ne s'agit pas d'être dans des intentions, des idées vagues, il faut être très concret. Et donc il y a très vite différents groupes de travail qui se mettent en place, dont un groupe de travail sur les questions sociales, et je participe au groupe de travail sur la relance de l'économie, avec une attention particulière sur les difficultés vécues dans le non-marchand à ce moment-là. Mais très rapidement, en fait, on ressent qu'il y a des messages qui passent en fait, du côté de l'économie principalement, en disant « écoutez, on n'est pas ici pour faire de la politique ». Et donc, je me rends compte que dès que j'avance avec des propositions concrètes, que ce soit concernant une aide directe aux ménages, financière, il y a eu des primes Covid dans plusieurs pays en disant il faut aider les ménages à la source. On voit que l'aide alimentaire sur le terrain est en train d'exploser. On ne peut pas laisser les gens prendre 2 beefsteaks pour aller chercher un colis alimentaire. On leur demande de rester chez eux. Donc, urgemment, il faut prendre des mesures pour les aider à la source. Eh bien, ce qu'on me renvoie, en tout cas du côté de l'économie, c'est que finalement, ces gens étaient précarisés avant la crise et que ce n'est pas le moment de prendre des mesures, et j'entends derrière, qui risqueraient de créer un précédent. Et donc, sur une série d'éléments, en parlant de la couverture santé, justement, pour les publics sans papier, etc., on voit que l'aide médicale urgente peine à se mettre en place et qu'il faut une couverture universelle. Les experts de la santé soutiennent, en fait, de manière assez solide l'ensemble des propositions sociales sur la table, mais il y a une crainte de créer un précédent. Alors, je trouve que nous sommes parvenus quand même finalement dans le rapport, en fait, que le groupe d'experts, donc on rendait des rapports toutes les semaines. Alors, je pense qu'Olivier a parlé de la question des moyens. Il faut quand même imaginer qu'on est dans un contexte où moi, je suis secrétaire générale d'une fédération de services sociaux. Ma fédération doit continuer à travailler sur le terrain sur les questions urgentes. Donc je suis en fait à peu près seule, je n'ai aucun moyen, donc je ne suis pas payée, je n'ai pas de personnes qui prennent des notes pour moi. Donc ça veut dire que... et alors, il y a McKinsey qui est là autour de la table comme service support. Donc on a, dès la première réunion,
Ça, c'était aussi assez impressionnant dans les méthodes en fait, de négociation. Je trouve qu'on sent qu'on est tellement éthique, prudent en fait, sur les questions sociales, dans le sens où dès la première réunion, donc la Première ministre nous contacte un lundi, nous donne vaguement le mandat, en tout cas à moi au téléphone, et je lui dis je vais réfléchir. Elle me dit écoutez, le communiqué de presse sort dans 10 minutes, donc c'est oui ou c'est non. Donc je ne prends pas tout à fait la mesure, et je pense qu'elle-même non plus, de la place que va prendre ce groupe. Et dès le lendemain, on a réunion avec l'ensemble des ministres du fédéral en visioconférence, et McKinsey est déjà autour de la table. Donc McKinsey, un cabinet de consultants, qui va être là, en fait, principalement pour aider les experts de l'économie à faire des calculs à la fois savants et à la fois, j'ai envie de dire, totalement improvisés et très peu fiables, de savoir, OK, si on relance tel secteur, il fallait vraiment urgemment relancer les secteurs qui contribuent le plus au PIB du pays. Donc, il n'y a aucune réflexion. J'ai un peu amené des réflexions autour de la théorie du donut, etc., on m'a dit, tu ne vas pas revenir avec le Green Deal, ce n'est pas le moment. Et donc, on disait, OK, donc si on relance tel secteur, ça va être autant de millions de personnes qui vont circuler dans la ville. On va imaginer qu'un tiers de ces gens sont en télétravail. Donc, c'est vraiment des chiffres à la louche. Donc, j'ai aussi mesuré à quel point nous sommes prudents sur les chiffres. J'essayais, par exemple, de savoir le nombre de sans-abri en Belgique. Personne n'a su me le donner. Personne n'a su me dire combien de sans-abri, parce qu'avec précision, en fonction du dernier... Et chaque fois, je disais aux gens, mais à la louche, donnez-moi des chiffres, j'ai besoin de chiffres, mais ce n'est pas dans la culture, quelque part. Et donc, on sent vraiment l'urgence de relancer l'économie, et c'est un fait. Hein, si on ne relance pas l'économie, c'est plus de précarité. Mais j'étais vraiment, quelque part, avec très très peu de moyens. Et on voit aussi que les lobbies sont présents très très vite, même sur nos GSM, dans des mails, etc. Des manières, quelque part, de mettre la pression que les acteurs sociaux alors je ne sais pas s'ils ne se permettent pas, mais ils ne s'autorisent pas, j'ai envie de dire, prenez les numéros de GSM de tous les experts autour de la table et harcelez comme le font certains secteurs. Donc je débarque aussi dans un monde qui n'est pas tout à fait, avec lequel je ne suis pas tout à fait familière. Mais donc ce que je veux dire, c'est que malgré tout ça, les experts de la santé ont beaucoup soutenu en fait, les propositions que j'ai mises sur la table, mais pas à un moment donné. Donc on rendait un rapport toutes les semaines. Et puis, les ministres pouvaient poser des questions sur ce rapport et s'approprier les... Et en fait, bon, une fois sur deux, ils ne l'avaient probablement pas réellement lu. Une fois sur deux, ils venaient avec leurs propres questions. Donc, qu'en est-il des concours hippiques? Qu'est-ce qu'on va faire avec Francorchamps? Les propriétaires de saunas privés, j'ai entendu à un moment donné, qui souffraient beaucoup de la crise. Et donc, ils venaient avec des questions qui n'étaient pas dans le rapport. Et donc, on manque de tout. Hein. Pardon ? On manque de tout. Même on manque de tout, exactement. Et alors, à un moment donné, ils ne ressortent un seul élément, un gramme d'élément qui est dans le rapport, à savoir une aide directe au ménage, transformer rapidement l'aide alimentaire en chèque alimentaire ou en aide financière, lancer des campagnes pour la santé mentale au niveau local sur le terrain. Enfin, il y avait toute une série de choses. Il n'y a pas un ministre qui a ressorti un élément. Et donc, à un moment donné, on a demandé avec Eric Havlik, qui présidait ce groupe d'experts, donc il faut savoir qu'il y a, je termine parce que c'est peut-être, mais c'est important, donc il y a dans ces réunions des ministres qui précèdent le Conseil national de sécurité, il y a Eric Havlik qui est présente, il y a souvent un expert de la santé en plus, donc Marius Gilbert ou Emmanuel André, et il y a toujours presque Johnny Theis, qui représente les patrons, qui sans explication, est toujours autour de la table. Et donc, sur base de ce constat, on a dit Eric Havlik, mais comme les ministres ne prennent jamais le temps sur ces questions-là, on va leur demander une réunion spécifique sur les questions sociales et de santé mentale pour pouvoir voir quels engagements ils peuvent prendre. Et là, la Première ministre a refusé cette proposition que je lui ai faite parce que, et ça c'était intéressant, donc déjà dans le groupe d'experts, certains disaient que
Je le disais, quand on parle d'économie, c'est totalement neutre, mais dès qu'on évoque le mot pauvreté, on fait de la politique de gauche. Mais l'économie a un couvert de neutralité comme ça qui permet avec les chiffres de ne pas faire de politique. Mais la Première ministre m'a répondu la même chose en disant, écoutez, déjà que l'ensemble du gouvernement m'en veut d'avoir mis des experts qui ne sont pas neutres politiquement comme je m'y étais engagée, derrière ce qu'elle disait, c'est « je ne vais pas commencer à leur demander d'avoir une réunion sur des questions sociales qui appartiennent au parti de gauche et pas aux nôtres ». Donc à vous entendre, en fait, c'était vraiment un rapport de force, quoi. Il y avait d'abord les acteurs du champ économique qui étaient prioritaires, je dirais, Oui. puis éventuellement le champ sanitaire, et alors in fine le champ social, et encore, qui était, je dirais, neutralisé à travers une perception, je dirais, idéologique et peut-être pas pris en considération sur le même pied d'égalité que les deux autres champs. Tout à fait, mais aussi parce que le social, plusieurs fois j'ai entendu, mais attendez, la Belgique est déjà un des pays le plus coûteux d'Europe en termes d'investissements sociaux. La sécurité sociale est là, c'est suffisant. Et le reste, la pauvreté, comme dit Maryse, elle a toujours existé. On ne va pas profiter de cette crise pour commencer à mettre en place des choses. Alors au niveau des régions, il se passait des choses. Il y a eu on a arrêté les coupures d'eau, gaz, électricité, les expulsions des logements, etc. Mais au niveau fédéral, il y avait une vraie question qui était de dire, mais on n'est pas ici pour faire de la politique, on n'est pas ici aussi avec cette espèce de perception qu'on est dans un moment d'urgence, de crise, et après ce sera fini. Mais comme dit Olivier, je disais, mais non, il faut élargir le socle. Il y a plein de gens qui n'ont pas droit aux droits passerelles, tous les intérimaires, les étudiants jobistes, il faut équiper les étudiants, on est en train de faire une fracture dans l'enseignement, etc. Mais c'était comme si on ne va pas commencer à créer des précédents qui mettraient le pays dans des engagements politiques, considérés de gauche en tout cas, pour l'ensemble des considérations sociales et de santé mentale. C'est intéressant. Dans cette deuxième partie, on peut interagir aussi, hein, donc entre nous et poser des questions, ou en tout cas réagir par rapport à ce genre d'expérience. Olivier, oui, en entendant un peu cette expérience-là, qu'est-ce que ça vous inspire? Donc d'abord, je trouve ça tout à fait intéressant ce que Céline a dit de son expérience. Je pense que cette idée que l'économie est neutre et les prescriptions des économistes sont neutres politiquement est quand même intéressante. Ça vient de quoi? Ça vient, me semble-t-il, d'une idée de la lutte contre la pauvreté qui est très simple et qui est celle qu'on a utilisée pendant 60 ans, consistant à dire ceci: on va croître l'économie, augmenter la richesse, et ceci en facilitant les mécanismes de marché, et puis on va compenser les perdants par deux outils, une fiscalité progressive et des politiques sociales, un système de sécurité sociale qui va au fond éviter que les exclus du marché ne tombent dans la grande pauvreté. Voilà. Et donc ça c'est le grand compromis qui a au fond présidé à la croissance des années, les 30 glorieuses, 1945-1975, où en gros on faisait croître le gâteau, un tiers allait aux actionnaires, aux propriétaires d'entreprises, un tiers allait à l'État sous forme de taxes et l'État pouvait financer des politiques sociales, et puis un tiers allait aux travailleurs qui voyaient leur salaire augmenter avec les gains de productivité au travail. Ceci est un modèle dépassé aujourd'hui simplement parce que la croissance économique non seulement n'est plus très réaliste, en tout cas au niveau de croissance qu'on a connu par le passé, mais en plus a des effets très pervers. Au nom de la croissance économique, qu'est-ce qu'on fait? On dérégule le marché du travail, on négocie des accords commerciaux qui épuisent les hommes et les femmes dans l'économie et tuent les petites entreprises. On négocie des accords avec les entreprises, les investisseurs pour les attirer, notamment en réduisant le fardeau fiscal sur les entreprises parce qu'on craint qu'elles s'en aillent. Donc au nom de la croissance, on fait toute une série de choix qui conduisent à une économie qu'on peut qualifier de néolibérale et qui est censée produire de la croissance pour pouvoir compenser les exclus du marché. Mais il faut être beaucoup plus imaginatif. Il faut aller vers une conception de la pauvreté qui ne passe pas seulement par cela, même si c'est très important, mais qui passe aussi par une économie plus inclusive, c'est-à-dire une place beaucoup plus grande pour l'économie sociale et solidaire, les modèles économiques alternatifs, qui fasse une place beaucoup plus grande à l'interdiction de la discrimination sur base de la pauvreté. Je crois que ce que disait Char tout à l'heure est tout à fait juste. Beaucoup de gens sont dans la pauvreté et subissent des conséquences en chaîne qui résultent du fait qu'ils ont ces manques,
qu'ils s'expriment mal, qu'ils n'ont pas les codes, qu'ils n'ont pas nécessairement un CV qui leur permet de montrer les compétences qu'ils ont acquises par la pratique professionnelle qui est la leur, etc. Et donc on a un travail énorme à faire pour créer une économie inclusive et nous dispenser de devoir compenser toujours les perdants du marché. Et donc je crois que c'est un autre levier de lutte contre la pauvreté qu'il faut développer, qui est beaucoup plus ex ante dans le marché lui-même que ex post pour compenser ce que le marché crée comme dégâts. Et puis troisièmement, je termine par là, il y a un troisième levier qu'on doit vraiment valoriser davantage, c'est toutes les innovations sociales dont les personnes en pauvreté ou en précarité sont porteuses. On a énormément d'inventivité dans ce qui se fait dans les réseaux de solidarité plus ou moins formels, parfois informels, dans le monde des personnes en pauvreté. Et ce qu'on doit faire aussi, c'est soutenir ces initiatives-là, ces innovations-là, parce que c'est la meilleure façon d'ériger en acteurs du changement social ces personnes qui ne sont pas seulement exclues parce qu'elles sont monétairement moins bien dotées, elles sont aussi exclues parce que leur savoir, leurs compétences ne sont pas valorisées et sont pire que ça, méprisées. Et donc, ériger ces personnes en acteurs et actrices du changement social, c'est aussi miser sur ces innovations sociales dont elles sont porteuses. Donc je résumerai en disant, la lutte contre la pauvreté doit passer par 3 leviers. Il y a le levier classique, la fiscalité et les politiques sociales, mais il faut aussi une économie plus inclusive et il faut aussi miser sur des nouveaux modèles, des innovations sociales qu'on ne doit pas sous-estimer. Et ce n'est pas de la politique que de faire cela, c'est du bon sens, parce qu'on ne peut pas miser tous nos espoirs dans une croissance qui non seulement est très mythique, je veux dire, elle ne va plus augmenter comme par le passé, mais en plus n'est pas souhaitable pour des raisons qui tiennent au respect des limites de la planète. Oui, et puis on voit bien qu'effectivement, avant la crise de la Covid-19, la planète n'a jamais produit autant de richesses, mais elle n'a jamais été aussi mal répartie. On le voit bien à travers les rapports d'Oxfam chaque année, où le nombre de personnes qui bénéficient des richesses produites diminue et celles qui s'appauvrissent augmentent. Alors, on revient à Charles, justement. Je suppose qu'on a quelques questions de la part de participants. Je te laisse la parole. Tout à fait, on a déjà pas mal de questions en fait. Et une question par exemple qui s'adresserait plutôt à Maryse. Comment se fait-il que le social est perçu comme politique et pas l'économie ? Alors, pourquoi le social est perçu comme politique et pas l'économie ? Pour moi, la politique, c'est les choix collectifs. Donc, alors j'ai pas parlé des solutions du coup que moi je préconiserais, ou en tout cas que j'ai vu, mais à partir du moment où on admet que le politique ce sont des choix collectifs, il y a une espèce de croyance, je pense que c'était ça aussi, comme quoi le marché est quelque chose qui, alors pour le coup, aurait toujours existé, devrait toujours exister, fonctionne tout seul, s'autorégule, etc. Et donc lui, il ne serait pas politique, pour le dire simplement, puisqu'il n'y a pas de choix là, son fonctionnement d'une certaine manière se fait... si on suit le fonctionnement du marché tel qu'il est décrit par des modèles, tous les économistes savent que ce n'est pas le cas d'ailleurs, mais bon, du coup ça devient non politique, ça devient des modélisations, des mathématiques. Du coup forcément, à partir du moment où le sociologue, ou d'ailleurs tous ceux qui travaillent dans le social disent « mais non, là il y a des choix collectifs qu'on peut remettre en cause », on fait de la politique. Mais moi, ça ne me dérange pas de dire que je fais de la politique. Je voudrais juste te dire une chose dans ce sens-là, en particulier, même comme sociologue, on a des choix collectifs, et il y a bien des choix collectifs qui sont faits ou pas faits. Alors, je voudrais revenir quand même sur la question des solutions, parce que je n'ai pas dit tout à l'heure, il y a 2 choses par rapport aux politiques. Je suis intervenue une fois par rapport à mon premier sujet d'étude, je ne sais pas comment il faut dire, qui était sans domicile fixe. Il y a eu une loi en France en 1998 qui s'appelait loi de lutte contre les exclusions, où on pensait qu'on pouvait tout attendre du travail. Ce n'était pas tout à fait l'économie, mais quand même un peu, l'insertion par l'économique, etc. Si on mettait tout le monde au travail, les questions de précarité et exclusion allaient disparaître tout seules. Moi, pour avoir travaillé sur les sans domicile fixe, j'ai aucun mérite, c'est justement la question du concret quand on regarde la vérité. Je savais déjà que parmi mes SDF, si j'ose dire, les SDF que j'avais étudiés, il y en avait qui travaillaient. La question des travailleurs pauvres, c'est pas du tout quelque chose de nouveau, ça existait dès le départ, en tout cas des années 80-90, et donc donner un travail, si ce travail, il ne permet pas d'avoir des revenus suffisants, il ne donne pas des droits suffisants, évidemment que ça ne va pas permettre de sortir de la pauvreté, ni d'acquérir un logement, ni d'accéder à un logement. Et donc, de même, moi je dis, c'est un choix politique, est-ce qu'on veut ou non lutter contre la pauvreté ?
il n'y a pas que des gens de gauche, il y a aussi, heureusement, je sais ose dire, des gens de droite, je pense, et des personnes qu'on appelle libérales qui ont cherché voilà, des moyens de lutter contre la pauvreté. Je sais pas, j'avais regardé du coup récemment, il y avait un livre de Lionel Stoléru en 1977, c'était pas un dangereux gauchiste, hein, mais me semble-t-il en tout cas, mais il avait des pistes. J'ai mon beau-père qui s'appelle Yolande Bresson, qui a travaillé sur le revenu de base et que j'ai redécouvert il n'y a pas longtemps, qui était aussi une version libérale, entre guillemets, du revenu de base, pour lui en tout cas, alors que d'autres auteurs, comme Alain Caillé, ont une vision plutôt de gauche, en tout cas c'est ce qu'on dit, du revenu de citoyenneté. En tout cas, pour moi, le choix politique, il est là. Moi, je suis très favorable au revenu de base, après l'avoir redécouvert récemment, hein, mais dans le contexte où on est, parce que justement la question, c'est pas seulement une question de redistribution ou de penser que l'économie fonctionne toute seule et qu'après on va rectifier. La question, c'est la répartition au départ. Et la répartition au départ, elle n'est pas, ou elle peut ne pas être seulement pour le capital et le travail. J'ai une double formation en éco et sociaux, hein, je veux dire, donc voilà, je ne suis pas totalement ignorante des enjeux de l'économie. Donc, ce n'est pas que le capital et le travail, ça peut être aussi, dès le départ, effectivement, parce qu'ils donnent du temps, parce qu'ils existent, parce qu'on estime effectivement qu'il y a une solidarité des générations et un lien qui mérite cela, dire d'emblée qu'on donne un revenu de base pour les personnes parce qu'elles existent, de manière inconditionnelle. Et ça, c'est quelque chose qui est possible, qui avait été étudié par certains économistes, qui certes amène à mettre beaucoup d'argent sur la table, sauf que beaucoup d'argent sur la table, on vient de voir qu'on pouvait le faire. On l'a déjà fait pour la banque, on vient de le refaire récemment dans le cadre du Covid. Donc moi, je dis, c'est juste des choix, et il est clair qu'on peut effectivement lutter contre la pauvreté beaucoup plus efficacement qu'on ne le fait actuellement. Ce n'est pas le choix, et je pense que là, vous venez bien de l'illustrer, hein, enfin, ou tu viens bien de l'illustrer, on voit bien qu'il y a des enjeux, pour le coup, pour moi, c'est de la politique. Hein. Quand on a des acteurs différents avec des rapports de force et des choix qui sont mis en avant et d'autres dont on ne parle pas, voilà, c'est de la politique, et les économistes font autant de politique que les autres. Voilà. Je sais pas Est-ce qu'on pourrait imaginer une approche droit de la lutte contre la pauvreté, oui, et notamment en disant, voilà, un vieux concept, hein, on en a parlé il y a quelques années, on n'entend plus trop, mais en déclarant la pauvreté illégale, par exemple. On pourrait imaginer toutes sortes de procédures qui viendraient, je dirais... Alors, mais moi, je l'ai vu ça en France avec le droit au logement. Et le droit au logement, ça c'est pas allé très loin, si j'ose dire. Il y avait la loi Besson, parce qu'en réalité, derrière ces questions de droit au logement, il y a une volonté, dès qu'on touche au fonctionnement de l'économie, de dire qu'on ne va pas contraindre, justement. Et donc, l'État, malgré tout, ne se contraint pas, quand il y a quelqu'un à la rue, à dire qu'il va le loger. C'est le droit au logement, ça s'est traduit par avoir des logements à disposition et tout des processus très compliqués avec des règles de priorité, mais ça n'a pas été un droit inconditionnel. Il y a aussi des changements par rapport au terme droit, donc là on est dans les choix aussi. Quand on dit qu'un droit, c'est pas un droit inconditionnel où on arrive, on présente, voilà, je rentre dans les cases, donc donnez-moi ça. Non, le droit à l'insertion, c'est autre chose, il faut que les gens contribuent, il faut qu'ils fassent des efforts, il ne faudrait pas ouvrir une porte qu'après on ne saurait pas refermer. Donc on change même la notion de droit finalement. Mais je pense que la notion de droit peut être très intéressante et très utile, effectivement, à condition de ne pas être trop tordue, quoi. Voilà. À condition de ne pas être trop tordue. Je vais ajouter un point là-dessus, si je puis. Hein. Je crois que c'est vraiment important. C'est un peu mon rôle aussi, comme rapporteur spécial des Nations Unies sur l'extrême pauvreté et les droits de l'homme. C'est d'insister sur le fait qu'il y a une grande différence à faire entre l'octroi de soutien sous le paradigme de la charité, fût-elle publique, et la reconnaissance de droits que les personnes peuvent revendiquer. Et ce n'est pas juste de l'ordre du symbolique. Une fois qu'on dit c'est un droit humain que de pouvoir avoir accès à un logement, à une alimentation adéquate, à un niveau de vie adéquat, c'est-à-dire notamment au droit à la sécurité sociale, d'abord, on rend aux gens une certaine fierté. Si on fait passer ce message de manière très claire, les gens auront moins honte de demander l'allocation sociale à laquelle ils ou elles ont droit. Il ne faut pas oublier que c'est un des facteurs importants du non-recours au droit, la honte, où on s'autocensure, on craint de trop demander, ou on craint de se voir reprocher de demander de l'aide, par exemple parce qu'on craint que les enfants ensuite seront retirés du foyer, etc. Donc je pense que c'est très important pour cela. C'est important aussi parce que ça oblige l'octroi de soutien sans discrimination. Un droit, par principe, est quelque chose que chacun, chacune doit pouvoir revendiquer sans discrimination. Et quand on étudie les systèmes de soutien aux personnes
en pauvreté ou en précarité qui sont mises en place, parfois on a des discriminations inacceptables. Par exemple, à l'encontre des personnes qui sont des migrants sans papier ou des personnes qui n'ont pas été au rendez-vous qui leur a été fixé par le Centre public d'action sociale, etc. Donc je crois que ça c'est aussi important pour ces raisons-là. Et puis troisièmement, c'est le plus important encore, c'est que quand on dit que c'est un droit, on a droit à des recours si on se voit privé du bénéfice auquel, normalement, on doit pouvoir avoir accès. Et dans un des rapports que j'ai fait pour les Nations Unies récemment, je constate que beaucoup de soutien aux groupes affectés par la crise économique et sociale ont été octroyés sous forme de charité, c'est-à-dire qu'on leur a dit que oui, ils allaient recevoir sur un compte $500 pour le mois, etc. Mais sans spécifier qui a droit à cela, sans dire que s'ils sont exclus, ils peuvent aller se plaindre, etc. Et donc je crois que ça ajoute quand même quelque chose de formuler cela en termes de droit. Et l'expérience française du droit à un logement opposable, dans la loi Besson, ne doit pas nous décourager d'explorer plus avant cette piste, je pense. Oui, c'est intéressant. Alors j'imagine, Charles, que tu as encore quelques questions. Les participants sont impatients. Oui, une particulièrement intéressante qui se pose à Céline et qui demande quels moyens mettre en place pour réguler les écarts entre les différents acteurs dans une négociation telle qu'il existe au CNS. Et peut-on imaginer des règles assorties de sanctions si les lobbies font trop de pression ? Et alors, il y a une sous-question qui vous est toujours adressée, c'est comment rééduquer les puissants ? Alors, je commencerai par la dernière question qui est comment rééduquer les puissants. Je reste convaincue, et c'était la thématique depuis quelques années de la journée du 17 octobre, journée mondiale de lutte contre la pauvreté, rendre visible l'invisible. Je suis convaincue que de plus en plus, on voit de moins en moins la précarité. Les gens ont honte, l'État social actif les a bien culpabilisés de la situation dans laquelle ils sont. La pauvreté est majoritairement cachée et en moment de confinement, ça m'a flashé l'autre jour, c'est encore plus fort. Ça veut dire que si on ne vit pas dans un quartier où on voit ce qu'il se passe, où on voit de plus en plus de gens qui vont dans les poubelles, qui vivent dans des logements étroits, etc., on peut totalement ignorer. Et je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'expérience. Moi, il y a cette phrase qui me reste, qu'un politique du fédéral que je ne nommerai pas m'a dit, c'est « Mais je ne comprends pas votre problème avec l'aide alimentaire. Si le problème est que les bénévoles sont trop âgés, ben moi, dans ma commune, on les a remplacés par des scouts et ça fonctionne très bien. » Et en fait, j'avais envie de dire « Mais est-ce que vous avez déjà été, avec vos 4 gamins, faire la file pour aller chercher un colis alimentaire? Est-ce que vous savez ce que c'est? Est-ce que vous savez ce que ça fait d'être vu dans la rue par tout son quartier à aller mendier un colis alimentaire, à ne pas choisir ce que vous mangez, et quand vous ouvrez le colis, autant vous dire, parce que certains cabinettards me disaient « Oui, mais le problème avec vos chèques alimentaires, c'est que les gens vont pouvoir choisir ce qu'ils mangent. » Et donc, quand vous imaginez qu'au niveau fédéral, j'en étais bouche bée, qu'au niveau fédéral, des partis, je lui ai dit « Mais attendez, vous êtes très attachés aux libertés individuelles, et j'espère qu'elles valent au même niveau pour tout le monde, comme le dit Olivier, c'est de rendre cette dignité et ce même droit, ce droit à l'alimentation, inconditionnel et pour tous. » Donc je pense sur la deuxième question qu'il y a quelque chose de l'expérience qui, quand on est dans un monde déconnecté depuis trop longtemps, fait qu'on peut totalement ignorer ce qu'il se passe pour les gens et l'expérience des gens. Moi-même, je me rends compte que j'ai travaillé comme assistante sociale, je suis sociologue aussi, mais je dois souvent me rappeler ce que c'était d'être sur le terrain. Je dois souvent me reconnecter à tout ce que les travailleurs sociaux racontent. Et je sens que si je ne prends pas ce bain-là, quelque part, parce que je suis occupée à d'autres choses dans mon travail, ben, je commence à me déconnecter. Et heureusement, mes collègues me le rappellent et me disent « Là, il est temps que tu reprennes un petit bain. » Et je prends ce temps d'écouter, de comprendre, mais aussi d'écouter les gens qui le vivent. Parce qu'il n'y a rien à dire, et quand Olivier disait toute l'innovation qu'il peut y avoir dans la parole de ces gens qui n'est pas légitimée, il y a énormément de choses, et prendre ce temps-là, je pense qu'il n'est pas pris, en fait, au niveau des politiques, et je pense que s'il n'est pas pris à ce niveau-là,
eh bien, il est déconnecté. Donc ça, c'était pour la première question. L'autre question, c'est, alors je pense aussi que dans ce groupe d'experts, on aurait pu un tout petit peu réajuster. Bon, on était dans des confrontations d'idéologie politique, c'est évident, mais sans le nommer. Donc ça veut dire qu'on fait semblant qu'on doit inventer une recette de cuisine pour faire un gâteau, et donc donner des éléments très concrets, mais en fait, on sait bien que tous autour de la table, qu'on est éminemment en train de faire de la politique, et il y a des idéologies qui se confrontent, mais on essaye on essaye de faire semblant que ce n'est pas le cas, parce qu'on dit tous, on est des experts, on n'est pas là pour faire de la politique. On nous dit, vous êtes des experts, vous n'êtes pas là pour faire de la politique, et on a bien vu que dans les faits, les experts font de la politique. Même McKinsey est venu me dire, parce qu'à un moment donné, j'ai dit, écoutez, il faut quand même se rendre compte, là, il y a 3 personnes qui travaillent jour et nuit, qui sont payées d'ailleurs, et grassement payées par l'État pour soutenir une partie des experts. Moi, je n'ai personne, j'aimerais qu'on aille me chercher des chiffres, je veux savoir ce qui se passe dans les autres pays, j'aimerais savoir toutes ces primes Covid, à qui elles sont adressées, de combien elles sont, etc. Et McKinsey a dit, mais nous sommes tout à fait capables de ça, et en attendant, j'attends toujours, et ce que j'ai reçu ne m'a pas convaincu. Donc, je pense que ce qui aurait pu aider, c'est d'abord un peu de méthode. Ça veut dire que les discussions, alors on peut penser que c'est de l'esthétique, mais moi je pense quand même que quand on discute sur des choses comme ça, d'avoir quelqu'un, et surtout quand on a des personnes comme Johnny Theis autour de la table, qui a toutes ses qualités, mais qui a, comme je le disais, l'habitude des négociations sauvages, et que les paroles se coupent comme ça très vite, je pense qu'il aurait fallu quand même une forme de méthode de travail qui permette parfois une équité dans les prises de parole et dans l'écoute de chacune des thématiques. Ça, c'est un élément. Il aurait évidemment fallu donner... et ça, les experts se sont accordés dès le début en disant « il manque quelqu'un sur les questions de santé mentale ». Moi, je suis assistante sociale et sociologue. J'essayais de relayer, mais je ne pouvais pas à la fois être le garante que les travailleurs qui sont remis au travail dans des conditions respectueuses, à la fois s'assurer que les syndicats ont bien leur place, à la fois s'assurer que l'aide alimentaire, à la fois... Enfin, je veux dire, à un moment donné, je n'étais même plus experte que du social, mais de la considération qu'on ne parle pas juste de workforce, mais que derrière les workforce, c'est aussi des êtres humains, et qu'en Belgique, on n'a pas toujours les moyens de contrôler que les gens sont dans des conditions de travail qui permettent de se protéger du virus. Donc, à un moment donné, il y avait trop de thématiques. Donc, je pense que si le groupe avait été un peu étoffé du côté du social, de la santé mentale, de la sociologie, et il y avait eu des propositions dans ce sens-là à la Première ministre, qu'elle n'a pas retenues, parce que, et je l'ai vraiment senti, quand on ne sait pas vraiment ce que c'est le social, on ne mesure pas l'importance de mettre une série d'experts sur ces questions. Et je terminerai par une chose. Il y a quand même une chose qui me frappe encore aujourd'hui, c'est de voir que les leçons n'ont pas été retenues, aussi parce que le marché du travail est ce qu'il est. Je lisais il n'y a pas longtemps dans l'Écho, il y a 3 semaines, les flexi-jobs, on le vend en poupe. Je suis restée estomaquée devant cet article. On voit bien que c'est toutes ces personnes-là qui sont passées sous les radars, qui sont tombées du jour au lendemain dans une précarité importante et qui vont dégringoler encore plus. Une autre chose que je lisais, c'est David Clarinval qui disait ne pas aider les indépendants maintenant, ça va nous coûter plus cher après. C'est exactement ce qu'on dit avec la pauvreté. Ça veut dire que ne pas aider les personnes aujourd'hui, c'est s'assurer de coûts très importants parce qu'on sait que sortir les personnes de la pauvreté ou les aider, même les soutenir, les accompagner, ça coûte in fine très cher. Le logement d'urgence coûte plus cher qu'un logement, etc. Mais de nouveau, certaines paroles sont plus audibles. Or, c'est à peu près la même logique. Même dans une logique économique, il me semble qu'on est perdant. Et peut-être que, quand même, je pense que le non-marchand qui accompagne ces personnes, je les inviterai à être plus aiguisés sur les questions des chiffres. Alors, à la fois, certains me disent, mais c'est cynique quand tu dis que c'est plus cher de loger quelqu'un dans un hébergement d'urgence que de lui payer 2-3 loyers pour qu'il ne soit pas expulsé. Oui, c'est cynique, mais il semblerait que si on parle de questions de valeur, certains ne sont absolument pas dérangés, que certaines personnes mangent avec des colis alimentaires et d'autres peuvent choisir ce qu'elles mangent. Et donc,
parfois il faut aussi adapter son langage pour pouvoir parler un même langage, mais voilà, c'est... Armes égales, je dirais. Peut-être juste pour rester sur le terrain et les réalités, on a constaté, nous, dans le travail de rue, qu'il y avait une augmentation quand même très importante de jeunes qui vivent vraiment de la pauvreté, qui vivent vraiment dans des situations d'exclusion. On en retrouve de plus en plus des jeunes de 18-25 ans à la rue. C'est quand même assez effrayant. Qu'est-ce qui explique cette évolution néfaste ? Il me semble que c'est un effet collatéral aussi de l'augmentation de la précarité en soi. Ça veut dire que quand la précarité augmente, les parents sont moins à même de pouvoir soutenir les jeunes dans les familles. Et on a bien vu, et ça ne m'étonnerait pas qu'on voit les effets assez rapidement sur le terrain, que le fait que tous ces étudiants aient perdu leur job du jour au lendemain, ou ces jeunes qui avaient des jobs d'étudiants et qu'ils étudient ou qui n'étudient pas, va creuser encore plus cet écart entre ces étudiants qui ne peuvent plus être pris en charge par leur famille, qui elles-mêmes n'arrivent pas à nouer les deux bouts. Et je ne connais pas précisément cette question-là, mais je ne serais pas étonnée que certains parents soient contraints quelque part de ne plus pouvoir soutenir les jeunes qui vivent avec eux et de voir les pousser à prendre leur autonomie alors qu'ils n'en ont pas les moyens. En France, on voit bien aussi qu'il y a cette histoire de ne pas désinciter, d'obliger à travailler, parce que le RSA, le revenu de solidarité active, enfin ex-RMI, donc il n'est pas avant 25 ans. Donc déjà, on voit bien qu'il y a tout un tas de choses pour lesquelles on dit non mais les jeunes, soit ils doivent être à charge de leur famille, qui ne peut pas toujours, soit effectivement il faut qu'ils travaillent et qu'ils bossent, ce qui n'est pas toujours facile dans le contexte actuel. Donc du coup, ils se retrouvent dans des situations effectivement où, voilà, je pense qu'ils sont fragilisés en ce moment par les politiques qui sont menées et qui sont, on va quand même pas prendre sur nous de faire une génération d'assistés dès cet âge-là, etc. C'est quand même les discours voilà, qu'on entend. Particulier, effectivement. Et là, on en voit les dégâts. Oui, on en voit les dégâts. Et on voit des effets secondaires aussi, puisque du coup, une quantité importante de jeunes se retrouvent effectivement dehors, dans des stratégies de survie informelles, parfois illégales. Et alors, du coup, il y a une stigmatisation et une criminalisation aussi de cette couche de population. Donc, est-ce qu'il y a aussi en France cette tendance un peu au sécuritaire en quelque sorte, par rapport aux populations les plus précarisées ou les plus pauvres? Alors oui, de toute façon, ça c'est une tendance, voilà. Disons que le stigmate amène effectivement, soit on est dans le stigmate du clochard qui ne fait plus rien, etc. Soit, en particulier quand on est dans les questions d'insécurité sociale, la précarité amène souvent des éléments de débrouille. Et la débrouille, elle peut aller dans les quartiers défavorisés jusqu'à un trafic de drogue ou des choses comme ça. Donc on voit bien comment effectivement dans des difficultés comme celle-là, on favorise quand même des formes d'illégalité qui sont alors quelquefois limites, frontières, pas très graves entre guillemets, et puis quelquefois qui peuvent l'être beaucoup plus. Donc j'allais dire, ça, du coup ça va ensemble. Mais après c'est une manière d'analyser là aussi les situations dans lesquelles ils sont. De voir. Et la tendance, tout à fait. La tendance sécuritaire, elle est d'autant plus accentuée avec les nouvelles mesures, notamment de couvre-feu et tout ça, où les populations en situation de rue ne savent pas respecter ces consignes-là. Alors, je vais retourner vers Char. Char, est-ce que tu as des questions? Oui, j'imagine. Oui, je te vois impatient. Oui, on en a pas mal. Et alors, les prochaines questions, ce sera pour Olivier. Alors, c'est une double question. Mais qui se complète assez bien. Pourquoi l'opposition entre écologie et lutte contre la pauvreté est-elle si difficile à déconstruire? Ça, c'est la première question. Et alors, la deuxième, qui est un petit peu dans le même ton, c'est l'État social actif montre donc ses limites. Quels seraient les fondements d'un nouveau pacte social incluant enjeux environnementaux, sociaux, lutte contre la pauvreté et capacités productives économiques? C'est une question qui d'ailleurs pourrait être posée à... Voilà. Non, je crois qu'il y a effectivement une idée dominante, c'est qu'il faudrait choisir entre aller vers une société durable du point de vue environnemental ou bien faire des efforts plus poussés pour lutter contre la pauvreté et réduire les inégalités. Et cette concurrence entre deux priorités vient de ce que on a, comme je le disais tout à l'heure, on a longtemps parié sur le fait que la croissance économique
allait permettre à chacun et chacune, y compris les ménages les plus pauvres, de bénéficier du progrès général. Hein. Et donc, il faut croître l'économie parce que c'est la condition de possibilité de lutte efficace contre la pauvreté, et donc tant pis pour les objectifs de développement durable environnemental. Voilà. Et c'est pour ça qu'il y a une concurrence. Et ce qu'il faut maintenant commencer à réfléchir, c'est comment dépasser ce discours et comment penser une politique vraiment efficace d'éradication de la pauvreté et de réduction des inégalités qui ne passe pas par la croissance économique comme condition de possibilité de tout le reste. Non seulement parce que les impacts environnementaux de la croissance économique sont indéniables et qu'on n'a pas, on ne peut pas rester dans le mythe qu'on peut découpler la croissance de l'économie de l'empreinte écologique, c'est un mythe, mais aussi parce qu'au nom de la création de richesses, de la croissance économique, on a laissé la bride sur le cou à des mécanismes au sein du marché qui sont excluants et qui créent la pauvreté même qu'ensuite on prétend compenser par des politiques sociales. Donc il faut autre chose. Et cette autre chose, c'est des investissements dans des secteurs de l'économie qui sont porteurs d'emplois, dans toute l'économie circulaire, par exemple, hein, tout ce qui est service de réparation, de recyclage des déchets, etc., dans tout ce qui est, bon, ça c'est un domaine que j'ai un peu plus fréquenté, l'agriculture durable, agroécologique, qui est beaucoup plus intensive en travail que l'agriculture conventionnelle, dans tout ce qui est rénovation des bâtiments, dans tout ce qui est énergie renouvelable. On sait que l'éolien, le solaire sont beaucoup plus porteurs d'emplois que l'exploitation du pétrole ou du gaz. Et donc, il y a des opportunités considérables si on veut prendre ensemble ces deux problèmes. Et ceci d'autant plus que, en fait, l'écologie, ce n'est pas une préoccupation de bobos ou des partis verts. Hein. L'écologie, c'est une préoccupation quotidienne des gens dans la pauvreté. Ce sont ces personnes-là qui sont forcées d'habiter dans des espaces pollués où personne ne veut habiter, mais où au moins les loyers sont abordables. Ce sont ces personnes-là qui souffrent le plus de l'absence d'investissement dans les transports publics parce qu'elles ne peuvent plus alors aller au travail, elles sont obligées de refuser des offres d'emploi parce qu'elles n'ont pas de voiture, et ça parce qu'on a sous-investi dans les transports publics. Donc les personnes en pauvreté ont toutes les raisons de se préoccuper d'environnement, et nous avons un devoir de préserver l'environnement mieux et de faire plus en matière d'écologie, précisément parce que ce sont les personnes en pauvreté qui en souffrent le plus. Par exemple, les quartiers les plus défavorisés dans les villes sont les quartiers où il y a le moins d'espaces verts, où la qualité de l'air est la pire, où les enfants ne peuvent pas par conséquent jouer dehors, etc. Et ça, c'est des questions qui dépassent l'opposition entre lutte contre la pauvreté et environnement. Donc c'est cela vers quoi il faudrait aller, effectivement. Mais aujourd'hui, si je peux me permettre, parce que c'est une question qui m'interpelle beaucoup, aujourd'hui, en effet, c'est les premiers à subir, et les premiers aussi, on voit bien cette espèce d'élan d'écologie, ces messages, gaspiller moins, manger mieux, etc. Et quelque part, en n'ayant pas des vraies politiques volontaristes pour inclure l'ensemble des publics dans ces politiques, on se retrouve avec une nouvelle fracture, et au niveau du logement, et au niveau de l'énergie. J'entendais l'autre jour, au niveau du tri des déchets, le prix des sacs poubelles ne permet pas à tout le monde de trier ses déchets. On se retrouve avec des gens qui doivent aller manger des plats tout faits du Lidl, et d'autres qui peuvent aller dans des marchés bio absolument fantastiques, magnifiques, délicieux. Et je continue à penser que c'est possible et c'est nécessaire de joindre les deux pour toutes les raisons qu'Olivier a nommées, mais aussi parce que les gens eux-mêmes ne veulent... Il ne faut pas une nouvelle fracture. Il y a déjà une fracture sociale. S'il y a une fracture écologique avec d'un côté les gens qui mangent bien, qui dorment dans des maisons bien isolées, avec des panneaux solaires, etc. Je vois dans mon quartier cette nouvelle fracture parce que je vais dans des marchés bio et quand je vais au supermarché de mon quartier, je suis moi-même étonnée de voir le caddie des gens qui n'est pas le caddie qu'on prône dans les messages, mais ils n'ont pas le choix. Donc ils doivent prendre les yaourts pleins de sucre, enfin voilà, les colis alimentaires, c'est en train de s'améliorer, mais on reste quand même avec des invendus de supermarché. Donc quel soin on apporte à la qualité nutritionnelle de ceux qui en ont le plus besoin? Et donc moi j'ai juste un petit exemple, mais l'autre jour j'ai été au Be Here, le nouveau marché bio, dans le quartier Tour et Taxi. Je passe la porte, ce bâtiment est magnifique, l'environnement est superbe, le marché bio est agréable. Je regarde la population qui est dans ce bâtiment, pas du tout la population du quartier, ou en tout cas une frange très mince de la population du quartier.
je sors de là et je me dis, voilà encore une nouvelle fracture dans un quartier où il y a de la précarité, voilà un magnifique lieu où il y a de l'espace, où c'est beau, où on respire bien avec des belles choses, etc. Et qu'est-ce qu'on voit? Eh ben, on peut boire un jus citron-gingembre à 4,50 €, on voit des vélos électriques à 4 500 €, mais comment est-ce qu'on veut créer de nouveau, pas des nouveaux ghettos dans ces quartiers? Je rentre chez moi, je regarde, je vois que ce bâtiment appartient au CPS de Bruxelles. Et je vois que le mécanisme derrière, je me dis comment ça se fait que là, on rate de nouveau une opportunité. Au Canada, il existe par exemple des marchés de fruits et légumes bio, ambulants, à bas prix pour l'ensemble des populations, des aides alimentaires un peu innovantes. Et je pense que là, on rate des opportunités et c'est le moment de s'y mettre. Mais je crois que cette double contrainte est un facteur qui doit stimuler notre imagination. Et il y a beaucoup d'exemples, effectivement, qu'on peut trouver à l'étranger. Je prends un autre exemple. Céline a évoqué les chèques alimentaires qu'on peut utiliser pour aller précisément acheter dans les épiceries bio, etc. Mais un autre exemple, la taxe carbone. On a des exemples. La Suède est l'exemple le plus fameux, puisque depuis 1991, ils ont une taxe carbone qui a progressivement augmenté, qui est aujourd'hui la plus élevée du monde, à peu près 110 € par tonne d'équivalent CO2 émise. Et cette taxe carbone a été acceptable socialement. Plus que ça, elle a permis de réduire la pauvreté. Pourquoi? Parce que les fruits de cette taxe, les revenus collectés grâce à cette taxe, ont été investis pour réduire la fiscalité sur le travail et pour aider les ménages en précarité. Et on a le même phénomène dans certaines provinces canadiennes comme la Colombie-Britannique ou la province d'Alberta. Donc on peut avoir une taxe carbone qui n'est pas socialement régressive. Mais je pense que dans l'écologie en général, on a insuffisamment pris en compte les enjeux sociaux. Et par exemple, les écotaxes ont été perçues comme pénalisant les consommateurs et les consommatrices, à juste titre, hein, évidemment. Et donc, malheureusement, l'écologie souffre de cette perception qui lui vient d'erreurs qui ont été commises, je pense, il y a une vingtaine d'années. Et il faut changer de cap. Il faut absolument que ces deux combats soient menés de pair, et c'est la meilleure façon d'identifier les innovations sociales qui peuvent permettre de gagner ces deux combats ensemble. Mais, parce que sur la taxe carbone, justement, c'est un bon exemple quand même. Enfin, en France, voilà, on a quand même eu les gilets jaunes. C'était clair que dire qu'on va augmenter brusquement aussi enfin, ce genre de taxe-là, ça a eu un effet désastreux. Et on voit bien que si ça précarisait beaucoup des populations qui n'avaient pas besoin d'être davantage précarisées. On a vu que ceux qui étaient dans la rue, ils étaient pauvres. Donc là, moi, ce que je pense, c'est qu'on ne peut pas se contenter d'additionner des tas de petites mesures comme ça en se disant ça va être bien. Pour le coup, il faut quand même aller voir les effets, l'impact de ce qu'on crée et voilà, peut-être des compensations, enfin en tout cas penser les choses de manière beaucoup plus globale. Parce que ce genre de petites mesures, on va droit dans le mur pour le coup. Et la manière dont on décide, parce que les gilets jaunes, c'est pas seulement les accises sur le diesel pour des gens qui habitent en périphérie, qui ne peuvent pas se passer de voiture, qui ne bénéficient pas des services publics comme les habitants des centres-villes, mais c'est aussi une décision imposée de manière très centralisée, sans consulter personne, qui a pris les gens par surprise. Et je voudrais contraster cet épisode des Gilets jaunes avec la Convention climat qui a réuni une sorte de photographie en miniature de la France dans sa diversité socio-professionnelle, où 150 citoyens et citoyennes ordinaires se sont accordés pour une série de mesures très avant-gardistes en matière de transformation écologique. Pourquoi? Parce qu'au fil des rencontres, des discussions avec les experts, ces personnes ont été convaincues de l'urgence de la situation écologique. Et je crois que dans notre manière de gouverner aussi, associer les personnes qui vivent au quotidien la pauvreté, la précarité, c'est indispensable. Ça évite de commettre des erreurs, ça permet de s'assurer que les impacts socialement régressifs seront identifiés et compensés, et ça permet de construire une compréhension des mesures, une légitimité des mesures indispensable. Et moi, ce que je constate, c'est que dans la très grande majorité des plans de relance économique qui sont maintenant sur la table, je n'ai pas en fait de perception très claire de la manière dont ça se passe en Belgique. Céline nous le dira mieux que je ne saurais le faire.
mais on a très très peu d'implication des hommes et des femmes ordinaires, quoi. Tout à fait, tout à fait. C'est très technocratique comme approche. Et ça, c'est un vrai problème. Tout à fait, c'est vraiment l'expertise de terrain, c'est celle qui vient du vécu, quoi. Alors on va tout doucement aller vers la fin, malheureusement, de cette conférence. C'est grave, le temps passe vite quand même. Et je vais quand même redonner la parole à Char pour une série de questions du public. Alors ce sera pour Maryse. Alors c'est à la fois une question d'éclaircissement, mais alors aussi une vraie question. Le revenu de base de gauche, en quoi se différencie-t-il du revenu de base libéral? Ça, c'est la première question. Et alors, celle qui vient tout de suite après, évidemment, c'est peut-on vraiment protéger la sécurité sociale dans un régime où il y aurait un revenu de base? Vous avez 2 minutes. 2 minutes, d'accord. Alors, je vais répondre oui à la deuxième question tout de suite, parce que pour moi, elle se situe à un autre niveau. Après, ce sont les choix, comme je disais, les choix collectifs. Mais l'idée de revenu de base, c'est l'idée qu'on décide collectivement, pour le dire de manière... il y a un principe philosophique, qu'une partie des richesses créées sont d'emblée réparties entre tous ceux qui existent, ou entre ceux qui, en tout cas, remplissent certaines conditions sur un territoire donné, etc. Et donc, dès qu'on a dit ça, on donne un revenu, c'est ça qui veut dire de base à tout le monde. On est bien dans le droit, tout le monde qui remplit, qui est dans ce cadre, qui est dans cette société, etc., a d'emblée un revenu qui peut être fixé à différents niveaux. Et donc c'est là qu'est la différence entre le revenu de base de gauche et de droite, pour le dire très vite, parce que dans le revenu de base de droite, l'idée c'est que ça suffit entre guillemets à faire un lien, et ça va être plutôt pour ne pas trop perturber, allez, je suis un peu méchante quand je dis ça, mais quand même, dans un fonctionnement libéral, il ne faut pas trop perturber le fonctionnement de l'économie et de l'économie de marché, alors que dans un revenu de base de gauche, ça va être, il faut que ce niveau, il soit suffisant pour être un citoyen, pour avoir accès au logement, à ceci, à cela. Donc ça, c'était par exemple Alain Caillé. Et donc là, on est sur encore un autre critère où le revenu de base, c'est pas seulement parce qu'on existe et parce que du coup, on doit tous bénéficier des richesses qui ont été créées avant nous, qui viennent ni du travail, ni du capital, mais qui viennent de tout ce qui a été construit par les générations avant. Et donc, c'est normal qu'il soit réparti entre tout le monde. Il y a toute une philosophie aussi derrière ça. Donc, par exemple, mon beau-père, donc Lambresson, il voyait ça par rapport au temps et à la valeur temps. Donc, il y a des théories qui peuvent être construites comme ça. Ou alors dire, il faut que ce soit suffisant pour être un citoyen et pour pouvoir accéder à beaucoup de choses. Moi, je dirais simplement, en essayant d'être, je ne vais pas dire apolitique, parce que mais en essayant d'être simple dans le raisonnement, si l'objectif est de lutter contre la pauvreté, le revenu de base, il doit être au-dessus du niveau de la pauvreté, du seuil de pauvreté. Voilà, c'est tout. Après, c'est l'objectif qu'on fixe. Le revenu de base, ce qu'il y a bien, c'est qu'il permet que tout le monde soit relié. Il n'y en a pas à l'écart. Ce n'est pas quelque chose non plus qu'on donne par charité ou en échange d'autre chose ou à condition que, etc. Il y a d'emblée un revenu qui est donné. Maintenant, la légitimité de ce qui est donné au départ, jusqu'à quel niveau, ça peut être donné, ça, c'est ça qui est à construire et aussi, du coup, à fédérer. Et là, reviennent les enjeux politiques de gauche, de droite, en fonction de ce qu'on accepte ou pas. Et donc, du coup, une fois qu'on admet que c'est cette répartition de base sur la sécurité sociale, la sécurité sociale, c'est de la redistribution. Ce n'est pas de la répartition. Le revenu de base, c'est la répartition au départ. Dès le départ, il y a une partie des richesses dont on estime qu'elles doivent être distribuées. Mais après, la sécurité sociale, c'est quand vous travaillez, enfin en France en tout cas, je connais mieux, mais on vous prélève, vous avez des cotisations, et du coup, c'est redistribué parce que vous avez réalisé un risque, parce que vous êtes malade, vous êtes à la retraite, etc. Donc ces fonctionnements-là, après, ça dépend combien on est prêt à mettre, évidemment, et à répartir sous cette forme-là dans des fonctionnements qui ne sont pas liés à l'économie de marché, justement. Mais ces fonctionnements-là peuvent tout à fait être compatibles avec le revenu de base, sur le principe. Il n'y a pas d'opposition de principe, en quelque sorte. Pour moi, on est vraiment dans des choix collectifs, à condition d'admettre qu'on est dans des choix collectifs. Et c'est ça qui manque à une partie de l'économie, à mon avis. Voilà. Merci. Alors, on va terminer, peut-être en guise de conclusion, par... 2-3 mots, chacun d'entre vous. Qu'est-ce que vous aimeriez communiquer à l'ensemble des participants et des spectateurs en 2-3 mots, l'élément essentiel à laisser dans le prolongement de ce débat. Céline. À mon honneur, magnifique, merci. Ah ouais. Alors, il y a une chose, parce que moi, je n'ai pas eu le temps beaucoup d'aborder les solutions, mais je pense qu'il y a vraiment...
il y a pour la survie des travailleurs sociaux dans les années à venir, si les paradigmes ne changent pas, je pense que ça va être compliqué sur le terrain. C'est déjà compliqué depuis longtemps, c'était déjà compliqué avant. Il va falloir vraiment relocaliser les choses, en plus avec l'épidémie qui arrive. Donc, il va falloir tisser des liens entre les assos, les réseaux en transition, enfin, repenser l'action au niveau très local pour pouvoir avoir une action à l'échelle des quartiers. C'est vraiment ce qui me semble émerger de plus solide quelque part dans ce grand ouragan que nous sommes en train de vivre. Et en tout cas, au niveau de la fédération, c'est vraiment un travail qu'on va poursuivre, convergence entre les luttes, mais aussi entre les acteurs et très concrètement sur le terrain. Ça, c'est une chose. Et puis, je reprendrai... on a parlé de l'état social actif, avec tout le non-recours, hein, la digitalisation, et je pense que c'est la Ligue des droits humains qui parle aujourd'hui d'un état social proactif. Donc il va falloir aller chercher les gens là où ils sont, et ça va être vraiment un élément très très important, parce que sinon, déjà avant, on avait un taux de non-recours, donc de gens qui ne sollicitent pas leurs droits, alors pour toute une série de raisons, mais l'informatisation ne va pas aider. Et la dernière chose, on a parlé des droits fondamentaux. Moi, le réseau wallon de lutte contre la pauvreté parle de droit à l'aisance, qui est quelque chose qui, moi, en tout cas, me touche beaucoup, pas dans la grande émotion charitable, mais parce qu'il y a en effet le fait de se loger, de manger, etc. Mais comment est-ce qu'on peut considérer les gens plus loin que ça, en disant que l'ensemble de la population peut avoir à un moment donné même le droit à une certaine aisance, parce que c'est ce qui permet un équilibre, en tous les cas, en termes de santé mentale. Et on sait que la santé mentale est fort impactée par cette crise. Donc aller dans les quartiers, et ça nous parle effectivement en tant que travailleurs sociaux, voilà, de rue bien sûr aussi. Merci beaucoup. Olivier? Peut-être trois très brèves réflexions. Un, le droit à l'aisance, absolument important. Et il faut bien comprendre pourquoi. C'est parce que quand on calcule chaque centime, parce qu'on est vraiment au plus juste, c'est une source de stress permanent qui fait qu'on fait des mauvais choix et qu'on n'est pas capable de programmer l'avenir. Et on sous-investit dans ce qui importe le plus, c'est-à-dire notamment l'éducation des enfants. Et donc je crois que c'est vraiment important. C'est aussi important parce que quand on n'a pas de quoi payer le voyage scolaire du gosse, ou quand on n'a pas de quoi aller à la kermesse ou à la fête de l'école, on subit la honte. Et plus encore, ou autant que le manque de revenus, c'est cette honte qui aujourd'hui est un marqueur de la pauvreté. Donc le droit à l'aisance, ce n'est pas du luxe, hein. C'est indispensable pour que les personnes regagnent la dignité et je dirais l'espace, comme on parle comme en Internet, hein, le bandwidth, hein, l'espace qui permet de faire des bons choix. Donc c'est vraiment important, c'est vraiment important. C'est la seule manière pour les personnes de pouvoir faire autre chose que de vivre au jour la journée, comme on disait jadis. Deuxième réflexion, c'est qu'on a peu parlé du question de genre ici, mais c'est vraiment important de réaliser qu'indépendamment des violences conjugales qui ont augmenté en raison des confinements, ou du quasi-confinement qu'on vit, ce sont les femmes qui sont les premières victimes du retrait des services publics, de la fermeture des écoles, parce que ce sont elles qui sont quand même plus impliquées dans le soin des enfants, etc. Et je crois qu'on est en train de vivre une régression majeure de ce point de vue-là. C'est quelque chose à quoi il faut être attentif. Moi, je vois bien les chiffres, hein, à l'échelle mondiale en tout cas, tout le secteur informel et des travailleurs et travailleuses précaires, c'est surtout des femmes. C'est en grande majorité des femmes. Et donc, on subit une régression quand même considérable. Et il faut, je crois, avoir conscience de cela. Troisième réflexion, c'est qu'il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas encore tentées en matière de lutte contre la pauvreté et qui sont infiniment plus efficaces que l'amélioration, par exemple, des minima sociaux ou les droits passerelles. Je prends, par exemple, les territoires zéro chômeur de longue durée. Expérience maintenant étendue dans 60 communes françaises et qui consiste à dire très simplement chaque personne, chaque chômeur, chaque chômeuse de longue durée a des compétences qu'il ou elle peut faire valoir et il y a dans la société plein de besoins non satisfaits. Il y a beaucoup de travail en matière d'aide aux personnes, en matière de transition écologique, en matière d'économie sociale, etc. Et il n'y a pas assez d'emplois solvables par le marché. Mais on a besoin de vous, quoi.
Et on peut faire des économies considérables en investissant dans des emplois pour vous, pour les personnes chômeuses de longue durée, dont les compétences ne sont pas valorisables sur le marché de l'emploi tel qu'il est, discriminant tel qu'il est. Et donc je crois que, et je le dis parce que la déclaration gouvernementale, aussi bien du gouvernement bruxellois que du gouvernement de la région wallonne, disent on va le faire, mais faisons-le quoi. Et c'est une des priorités que moi je voudrais bien qu'on se donne dans les mois qui viennent. Ça. Maryse? Oui. Alors, je voudrais dire que pour moi, la pauvreté, j'étais partie du fait que ce n'est pas un problème éternel sur lequel on ne pourrait rien faire. Je voudrais y revenir, ça me paraît très important. C'est quelque chose qu'on ne connaît pas bien. Je suis d'accord avec Céline sur ce point-là. Beaucoup de gens pensent savoir ce que c'est que la pauvreté. Non, en réalité, comment ça se passe quand on est pauvre, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça implique dans la vie quotidienne, c'est très mal connu. Les raisons pour lesquelles on est pauvre, c'est très mal connu aussi. Et donc, il y a un problème pour moi, c'est des problèmes de fonctionnement collectif. Donc la facilité, c'est de mettre à distance et se dire soit qu'ils l'ont cherché, soit qu'ils ont une fragilité, qu'on ne pouvait rien faire, etc. Bon, je pense qu'il faut vraiment qu'on arrive à collectivement se regarder et se dire qu'on a quand même un problème de fonctionnement collectif. Alors, de ce point de vue, il y a quand même eu un gros écart ces dernières années entre les riches et les pauvres. Il y a eu des tentations qu'on peut appeler, y compris de séparation. Il y a un peu moins de ghettos de pauvres que de ghettos de riches, etc. Ce que nous rappelle le Covid, alors c'est vrai que le Covid, il est assez dramatique du point de vue de la production de nouvelles pauvretés, mais au moins il a rappelé une chose, c'est qu'on était tous liés, notamment sur des territoires locaux, et que même les plus riches ou les plus aisés, à partir du moment où il n'y a pas les moyens de prendre en charge quelque chose comme une pandémie, il y a quand même un lien là qu'il faut réussir à renouer d'une manière ou d'une autre. Donc je ne pense pas être, peut-être que je suis trop optimiste, mais je pense que s'il y a une chose à retenir de ça, c'est qu'il y a un lien ici qu'on peut retisser, renouer. Alors c'est vrai que le revenu de base, moi je pense que c'est une bonne manière de retisser le lien. Il y en a peut-être d'autres. Ce qui m'intéresse dans le revenu de base, c'est qu'on abandonne aussi cette espèce d'argumentaire qui à mon avis n'est pas le fondement de l'économie. Je prétends pas dire ce qu'est l'économie, mais en tout cas l'économie qui, au nom de discours, le marché fonctionne comme ça, donc on ne pourra rien faire. On vient de voir, dans ces temps extraordinaires, qu'on pouvait sortir plein de milliards, entre guillemets, pour des objectifs. Donc on voit bien que l'économie ne fonctionne pas non plus comme on nous le disait, interdiction de faire des déficits, etc. Il y a encore peu de temps. Donc il y a forcément des marges de manœuvre qui peuvent être faites. Non seulement, donc ça ne dépend pas de la production, là je suis vraiment d'accord, il n'y a pas qu'une croissance qui peut résoudre les problèmes, ce n'est pas qu'une question de production, c'est sans doute pas qu'une question de consommation, même s'il faut que des besoins soient satisfaits, y compris le logement, etc. Moi je crois beaucoup qu'il faut repenser les questions de répartition et sans doute aussi de redistribution, mais la répartition, c'est quand même quelque chose, on ne peut pas passer à côté, je pense, dans la période actuelle. Voilà. Donc, un grand merci. En tout cas, voilà bien des conclusions qui sont axées résultats et solutions. Un grand merci, des pistes de travail qui sont tout à fait intéressantes. Grand merci à vous trois, en tout cas, d'être intervenus, d'avoir joué le jeu. Grand merci aussi au public qui a envoyé ses questions. Grand merci à l'équipe de Bruxelles Laïque et de Dynamo International pour avoir organisé ça. Et grand merci aux techniciens de Zine TV qui ont permis effectivement ce tournage, ce plateau extraordinaire. On pourra réutiliser les plexiglas dans les restaurants quand ils réouvriront. Et on va terminer, je vais laisser la parole à Char pour les prochains rendez-vous. Et avant ça, simplement dire que le petit clip vidéo, restez avec nous, qui suivra, a été réalisé par des jeunes de Dynamo International lors d'une rencontre avec des jeunes béninois. Donc on va se transporter à l'international. Char, écoute, je te laisse la parole pour les prochains rendez-vous. Oui, en fait, le prochain rendez-vous, ce sera jeudi prochain à 20h30 pour le débat Retour des frontières entre murs et migration. Et nous aurons l'occasion de questionner ce concept de frontières en lien avec la liberté de circulation auquel on est très attaché à Bruxelles Laïque. Voilà. Un tout grand merci et au plaisir de se retrouver la semaine prochaine. Tout à fait. Merci à vous. Il oublie le clip. Oh yo yo, Bruxelles au Bénin, comme m'amène tous les frangins, on se met bien et on se
à la vie. Je retrouve l'oxygène dans mes faces. Elles m'ont mené au-delà de moi-même. Elles se sont gravées dans mes gènes. Mais qu'est-ce que je les aime. Elles ont atténué mes peines, ont trouvé une place dans le cœur de mes frères. Mes phases m'ont sauvé, des centaines de pages écrites que je récite devant un public réceptif. Des milliers de paroliers qui déclament leur vision au monde entier. Une introspection partagée où on se reconnaît. De Bruxelles à Comé, mes phases m'ont fait traverser le désert. La Méditerranée, sois-en sûr, je ne l'oublierai jamais. Mes phases et moi on est liés comme l'enfant qu'une mère a porté. Ne m'appelle pas la star, les étoiles sont dans le ciel. J'en serai jamais une, qu'on se dise la vérité. Je fais du RAP, tu vas trouver ça bizarre. Mais tu m'excuseras si j'ai pas fait les beaux-arts. J'écris de jolies phrases, je prétends pas être une lumière. Rien ne m'illumine plus que le sourire de ma mère. Et rien ne m'éblouit à part le soleil qui m'éclaire. J'en compte mes états d'âme dans mes proses et dans mes vers. Je suis un peu trop rêveur parce que j'ai grandi sans mon père. Je vais partir des gens qu'on oblige à se taire. Je reste toujours le même, je changerai jamais pour vous plaire. Ma musique donne de la force, je n'en tire aucune fierté. Je prends soin de ma plume parce qu'elle reste à mes côtés. Toujours fidèle à moi dans la joie et la tristesse. Yo, on m'appelle Eddie Black, je suis venu avec mon rap, je suis venu avec mon rap. Il est saint comme la Bible, il est fois plus que le diable. Je suis le micro-mégas, il est fois plus que la terre, plus que le fait, plus que le diable. Tu peux l'utiliser dans les rues partout. Je faisais le rap, certains me disaient que j'étais fou. Oh quoi, la vie est vraiment difficile, la vie est vraiment dure. Avant d'être le rappeur, il y a des difficultés. Le rap n'est pas mon père, le rap n'est pas ma mère, mais je fais de mon mieux. Attends s'il te plaît. On va rapper comme jamais, comme jamais. 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 Où m'ont mené mes phases?